regrets, ce que nous referions différemment. Est-ce que tu as des regrets? Et qu'est-ce si tu devais reprendre complètement à zéro, ce qu'on va faire, qu'est-ce que tu referais différemment aujourd'hui? Déjà, les leçons qu'on a données, Mhm, c'est les leçons que j'applique déjà, mhm. Qui euh, sont? qui sont testées, Juste pour faire un résumé. testées à petite échelle, Mhm, premièrement. Deuxièmement, s'assurer de l'écoulement de la spéculation. mhm, Troisièmement, ne pas prendre du temps pour faire confiance aux collaborateurs mhm. et penser à court terme. C'est-à-dire, la majorité des collaborateurs que vous allez avoir, eux-mêmes ont leur propre projet. Donc, il faut s'attendre à ce qu'ils soient avec vous pour un court terme et non pour un long terme. Ok. Mhm. Donc, il faut toujours avoir un peu, il faut avoir un pas d'avance sur vos collaborateurs. C'est-à-dire que vous saviez qu'ils sont là sur un court terme. Donc, il faut toujours avoir une liste de collaborateurs, de futurs collaborateurs possibles, de manière à ce que vous puissiez facilement jongler à gauche ou à droite. Et très très important, être sur place le plus possible. Ok. Et à toutes les étapes. Non seulement lorsqu'on sème et qu'on récolte, mais à toutes les étapes. Parce que les spéculations agricoles sont très très sensibles et ont besoin d'une attention très importante. Mhm. Donc, il faudrait être capable d'arriver à votre plantation à tout moment et vous assurer que vos collaborateurs font bien leur travail. Est-ce Ok. qu'aujourd'hui tu continuerais, parce que quelqu'un nous a demandé si on allait continuer avec... les gars, par rapport aux questions que vous avez posées Mhm. lors du prochain live, Serge répondra à ces questions-là. On fera une vidéo par question, ok? Mhm. Mais ça prend du temps, donnez-lui du temps parce qu'on travaille sur autre chose en même temps. Mais vraiment pour donner un coup de main, il répondra individuellement à chaque question. Mhm. Donc aujourd'hui, euh, penses-tu recommencer l'agriculture tant qu'on est ici, tant qu'on n'a pas encore pris notre retraite au Cameroun, ok, tant qu'on n'est pas là-bas physiquement, est-ce que c'est quelque chose que tu referais aujourd'hui ou tu penses qu'il faut être à 100% physiquement sur place pour Bon, recommencer? je pense que si on prend la stratégie du verger, donc dans mon projet actuel, j'ai l'intention d'avoir la majorité de la plantation en verger. Bien sûr en verger pluriel, c'est-à-dire différents types de spéculation. Donc, le bénéfice du verger, c'est que c'est un peu comme un enfant, hein, les arbres sont comme les enfants. Il y a la phase de démarrage, hein, donc il y a la pépinière, il y a les pépinières. Mhm, Et après, la partie sensible, c'est qu'on va transférer la pépinière, donc les bébés arbres, qu'on va les transférer dans le sol de la plantation. mhm, Ça c'est vraiment la partie la plus sensible et l'année qui suit. Ok. mhm, Donc, cette année-là, il faut s'assurer d'être sur place euh, le plus fréquent possible, de mhm, manière à s'assurer que vos nourrissons arbres évoluent comme il faut, mhm, de manière à ce qu'ils puissent résister au climat et qu'ils s'acclimatent bien au sol. Euh, L'un des exemples, en discutant avec un de mes amis agriculteurs également, c'est de laisser les arbres nourrissons dans le verger même pendant 1 ou 2 ans. Mais s'assurer qu'ils ne se rencinent pas trop. Parce que à cet endroit-là, ils peuvent être arrosés. Ils peuvent facilement être chouchoutés par les collaborateurs qui font la maintenance. Ok. mhm. Le challenge, si par exemple on a 20 hectares d'arbres fruitiers, ce n'est pas facile de suivre tous les pieds que vous avez plantés sur les 20 hectares. Alors que sur une petite surface, tant qu'ils sont encore sous contrôle, c'est très facile. Ok. Mhm. Donc, première partie, absolument mettre le plus vite possible
certains vergers. Et pour ça, il faut regarder la demande, pas seulement locale, quand il s'agit quand il s'agit de verger. Il ne faut pas seulement regarder la demande locale, mais la demande globale. Exploitation également. Ok. L'exploitation. Je donne juste un exemple. Exportation, pardon. Oui, l'exportation. Exportation. Je donne 2 exemples. Les avocats. Ok. Non seulement ils sont consommés beaucoup localement, mais ils sont consommés dans le monde entier. Ok. Un deuxième exemple, la Vita-Cola. Okay? Bon, la Vita-Cola, c'est sur 7 ans. Mais lorsqu'on on voit la demande locale, mais il faut aussi savoir qu'il y a une demande pharmaceutique de la Vita-Cola. Okay? Donc, ceux qui maîtrisent le marché global peuvent vraiment, sont à l'aise. Okay? Après, bon, il y a tous les fruitiers que vous consommez, qu'on consomme tous. Hein? Mais dernièrement, j'ai appris par exemple l'Iboga au Gabon. Que la demande d'Iboga au niveau pharmaceutique a atteint des niveaux faramineux. Okay? Donc, il y a beaucoup. Moi, je ne veux pas parler d'Iboga, parce que chez nous, l'Iboga, là, c'est pour autre chose. Pour autre chose. Donc, il y a beaucoup à faire quand il s'agit d'agriculture, et ce n'est pas un domaine qu'on peut laisser tomber comme ça. J'aimerais bien poser une question par rapport à ce que tu viens de dire. Ok. Les arbres fruitiers, c'est pas nouveau. On a déjà planté plusieurs arbres fruitiers, plusieurs fois, dans la plantation justement pour faire la ceinture, donc la barrière naturelle. Ok. Je me rappelle d'un épisode où le feu, c'est quelque chose qui est courant en Afrique. Surtout là où on est, c'est une plantation, c'est la savane. Ok, donc ça prend très rapidement. On avait des arbres fruitiers à une limite vers le fond, là-bas où il y avait le cacao à l'époque, qui, pareil, il y avait un voisin qui a mis le feu, ça avait brûlé ces arbres fruitiers. Comment éviter cela? C'est la barrière de sécurité, d'abord. Mais quand même, l'avantage de l'arbre fruitier, c'est que même s'il brûle, il reprendra. D'accord. Mais tu conseillerais quand même de planter à la limite ou de laisser 1 mètre? Il faut laisser le périmètre de sécurité. Le périmètre de sécurité est de combien? Ça, c'est clé. 2 à 3 mètres. 2 à 3 mètres, oui. D'accord. Et qui doit être bien défriché, bien arrosé. Ça doit être une route. Ça doit être une route. Ça doit être, si possible, parce que bon, des fois, le relief peut permettre qu'on fasse une route à certains endroits, parce que peut-être qu'il y a une falaise ou je ne sais quoi. Okay? Mais il est vraiment clé que vous fassiez déjà les voies d'accès dans votre exploitation. Okay? Donc, laisser un périmètre de sécurité autour le permet. Okay? Ensuite, après le périmètre, vous pouvez même rajouter maintenant une barrière. Voilà. Et il faut également s'assurer que le voisinage ne prenne pas votre périmètre de sécurité comme un don. Hein? C'est-à-dire que c'est comme si vous n'êtes pas au courant qu'en fait votre terrain s'arrête 3 mètres plus tard. Il faut que vous vous assurez que votre... Bonne chance. Tout à fait. Il faut s'assurer que votre voisinage comprend bien que vous avez décidé de laisser un périmètre de sécurité. Et cela doit être régulièrement renforcé par vos collaborateurs. Donc, vous allez sûrement avoir un gardien. Donc, ces gens-là, quand ils font le tour de la plantation, ils s'assurent qu'il n'y a pas eu d'excès, qu'il n'y a pas eu... En fait, ce qui serait formidable, c'est que j'avais visité la plantation d'un de tes amis, que je n'aimerais pas citer le nom, qui n'est pas très loin de chez nous également. Et ce que lui, il avait fait, c'est qu'il y avait ce périmètre de sécurité, donc cette route, mais il avait planté, c'est-à-dire c'était une route bien définie. Il y avait les arbres fruitiers qui définissaient donc la parcelle, où il y avait la plantation et tout le reste. Et du côté de la route, donc, la parcelle de sécurité, il avait aussi planté quelque chose qui délimitait. Donc, il y avait une route vraiment avec des arbres sur les côtés, qui fait que tout ça était toujours dans la parcelle de sécurité. Mais qui devait être maintenu, évidemment, pour que ça ne... Voilà. Moi, je conseillerais ça. Parce que, comptez sur les gens de chez nous, là. Vous voyez comment on construit. C'est-à-dire, les gens, même quand ils construisent sur la route à rabord. Personne ne veut laisser une miette de son terrain. Donc, votre périmètre de sécurité que vous dites 2 mètres, 3 mètres là, c'est un don que vous donnez aux autres. Ils vont venir, ils vont planter. Tout à fait. Tout simplement. Donc, il faut se protéger. Mais vous comprenez bien que si vous avez même seulement 1 hectare, ok,
faire une barrière, même un périmètre de sécurité, comme on dit, avec juste des arbres fruitiers, c'est un budget qui n'a pas de nom. Ok? Donc, imaginez sur 35 hectares. C'est pas facile. Hein. Oui. Et bon, c'est clair. Bon, il y a quand même des essences qui sont qui peuvent y aider. Il y a certaines spéculations. Par exemple, le palmier à huile, hein, qui, lui, il est cher, mais en fait, certains arbres ont l'avantage qu'ils peuvent être plantés très très proches. Ouais. Ok. Ouais. Donc, peut-être sélectionner ces arbres-là, ce type d'arbres qui permettent donc vraiment de créer une barrière bien visible. Ouais. Ok. Voilà. Ouais. Excusez-moi si je regarde de ce côté parce que j'ai prévu des questions pour qu'on ne s'éloigne pas. Tout à fait. Donc, des fois, je regarde de ce côté-là. Donc, des regrets. Est-ce qu'il y a des regrets aujourd'hui par rapport à ces 16 ans d'expérience? Parce que les gars, les 16 ans d'expérience là, quand j'ai fait les calculs, on aurait pu avoir des immeubles. Hein. C'est On clair. aurait pu avoir des immeubles et des entrées d'argent. On vivrait pleinement en Afrique en ce moment. Non, c'est clair qu'on a beaucoup discuté sur les stratégies pour aller sur place. Le temps dit que tu as eu raison sur beaucoup de points. Oh, alhamdoulilah, c'est en caméra. C'est clair. Ouais, Bon, première fois. Le temps dit que tu Maman. as eu raison parce que Aïe. c'est l'immobilier qui nous permet de vivre aujourd'hui. Mhm. Hein. Et bon, ne sois pas trop... Les gars, merci Bon, beaucoup. c'est l'immobilier qui nous permet de vivre. Mhm. Oui, effectivement, je l'ai dit de nombreuses fois que oui, on aurait dû au moins mettre une partie. Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Tout à fait. On aurait dû mettre une partie dans L'immobilier au Cameroun, par l'immobilier. exemple, ouais. Et puis faire les deux. Ça aurait apporté, lorsque je regarde avec avec tout ce temps d'échec, je pense que si je regarde 2 ans d'investissement dans la plantation, aurait pu permettre d'avoir facilement un mini-immeuble, Facilement. à Yaoundé. Et ce mini-immeuble-là nous permettrait aujourd'hui de vivre, de vivre en autosuffisance au niveau. Et même ces revenus-là pourraient encore investir dans la plantation. Tout à fait. Donc, est-ce que dans ce cas, tu penses qu'on ferait différemment aujourd'hui? Vas-y, t'es toujours posé la question là. Que maintenant qu'on recommence, ok? Parce que là, on est en train de se préparer. Là, les gars, on est vidé, fauché, comme c'est pas permis. Tout est resté au Cameroun. On a fait des dons au Cameroun. Mais maintenant, là, quand on repart sur place, est-ce que tu voudrais qu'on fasse les choses différemment? Comment est-ce qu'on reprend les choses? Oui. C'est vrai qu'on n'a pas encore parlé exactement de comment on va relancer les choses. Côté, bon, en fait, la façon dont je pense, c'est que j'ai beaucoup apprécié le gombo qu'on a fait dernièrement. Ouais, moi aussi. Et je pense que on maîtrise déjà le marché de distribution du gombo, ayant passé beaucoup de nuits au marché Vogmbi, au marché Etoudi, au marché... Vogala. Non, pas Vogala. Le marché qui est au centre-ville, Fundi. Fundi. Okay? Donc, j'ai déjà une très bonne idée comment les bacos de gombo se vendent. Okay? On a testé le gombo, on a mis le gombo en production, au point où aujourd'hui je maîtrise les problèmes du gombo. En parlant de ça, il y a une petite anecdote. Quand vous laissez vos bacos de gombo là, prenez l'argent tout de suite. Ce n'est pas que vous laissez les bacos de gombo, vous dites que vous récupérez l'argent le lendemain. Sur le champ. On va vous gérer. Parce que la dame là, elle va échanger, elle va prendre votre gombo, elle va prendre son gombo séché pourri qu'elle va remplacer. Elle va vous appeler pour dire votre gombo est pourri, récupérez vos sacs. Sur le champ. Ne faites pas confiance, prenez l'argent là tout de suite. Quand on vend, il y a 2 approches. Où la personne vient acheter au marché, au champ, bord champ, vous remet l'argent sur place. C'est-à-dire, avant que la personne part avec votre produit, vous avez l'argent. Ok? Je dirais, j'ai eu 3 types d'acheteurs. Beaucoup de nos acheteurs, les 2 premiers, un monsieur magnifique qui nous passait la commande la veille. On lui dit, voilà, on pense qu'on va avoir tant de sacs de gombo le lendemain. Le monsieur nous dit, vous nous retrouvez-moi à tel endroit. On le retrouvait à 3-4 heures du matin, parce que c'est très très tôt,
quand on revenait du champ, le monsieur prenait le nombre de sacs de gombo qu'il a dit, il nous remettait l'argent cash, direct, à faire régler. Ok? Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est quand on est maintenant au marché Borbi, hein, on met nos produits sur place. La première vente a été un peu compliquée parce qu'on ne le connaissait pas. Mais ensuite, les autres ventes, dès que la pick-up venait avec le gombo, les gens commençaient à venir prendre, on te paye sur place. Okay? Et malheureusement, il faut se méfier des gens qui viennent, qui disent qu'ils prennent tout, mais ils ne vous payent pas. Pas de confiance en business. C'est l'exemple que Jazz vient de donner. Okay? D'ailleurs, pour moi, c'est un peu difficile d'appeler Jazz. Je m'appelle Jazz. Mais, faut garder mon nom comme ça. Mais c'est l'exemple que Jazz a donné. Où une dame a pris quasiment toute une pick-up de gombo. Elle a pris toute la pick-up. En fait, ce qu'elle s'attend, elle prenait la pick-up, elle voulait l'envoyer à Douala. Et dès que la dame de Douala lui paye, c'est là aussi elle nous paye. Donc, elle vient, elle achète le gombo chez nous, mais elle n'a pas de fonds. Et quelques jours après, elle nous rappelle, elle nous dit que notre gombo est jaune. Quelques jours après, c'est déjà trop tard, le gombo jaunit très vite. Donc, on s'est retrouvé à perdre une production de gombo comme ça, à cause de cette confiance. Donc, zéro confiance en business. C'est soit tu payes là tout de suite, soit laisser tomber. Et le gombo est très fragile. Hein. Deux problèmes importants, si vous faites le gombo, il faut de l'eau. Ça, là-dessus, il n'y a pas d'hésitation. Il faut de l'eau. Donc, s'il y a une culture qui va me permettre de redémarrer rapidement, c'est d'abord, je m'assure que j'investis sur l'irrigation. Pas l'irrigation goutte à goutte compliquée, là. D'abord, que j'ai une pompe et un château d'eau et un système d'arrosoir. Voilà. Une fois que j'ai cela en place, je sais que je peux arroser mes on va dire 2 hectares de gombo, maximum. Faut pas aller au-delà. Le gombo va trop vite. Il faut avoir une grosse équipe pour pouvoir récolter. Exactement. À moins qu'il y ait un système d'automatisation ou alors vous avez une très grosse équipe pour pouvoir récolter. Le gombo, 2-3 hectares. Au moins la première... le premier cycle, oui, la première campagne agricole. Campagne, pardon. Voilà. La première campagne agricole, vous maîtrisez encore. Malgré que je l'ai déjà fait plusieurs fois, je ne vais pas démarrer tout de suite 1 hectare. Je démarre 1 hectare. Je teste que je suis capable de bien arroser le gombo sur 1 hectare et que je peux également faire la contre-saison. Okay? Une fois que cela est effectué, je me rends compte également du nombre d'employés dont j'ai besoin pour récolter mon hectare. Okay. On peut prendre à la tâche aussi, ce qu'on fait souvent. Mais c'est pas les on-dit. Hein? Oui, il faut prévoir tout ça. Voilà. Évidemment, donc, je regarde sur 1 hectare, combien m'a donné 1 hectare, combien m'a coûté 1 hectare, combien de personnes j'ai eu besoin et comment est-ce que j'ai pu faire couler mon hectare et j'avais toujours la demande. C'est ça qui va... Si j'ai pu faire couler... vendre tout mon hectare et qui avait toujours la demande, là, je sais que je peux passer à 2 hectares. Okay? Et maintenant, je sais, est-ce que j'ai les employés qu'il faut ou est-ce qu'il m'en faut plus, etc. etc. Donc, voilà là où je recommençais. Et maintenant, avec les revenus que viennent avec la plantation, j'investis également un peu dans l'immobilier. Bon, là, c'est là où on fait le désaccord. Hein? Pendant que lui fait le plantain et le gombo, moi, je vais construire à côté. Je vais faire mes petits immeubles. Moi, je vais faire mes constructions à côté, pardon. Moi, chacun son domaine. Moi, mon domaine, c'est l'immobilier. Toi, donc, on va diviser l'argent en 2. Tu investis pour toi, j'investis pour moi. On fait la course, après, on va voir qui va arriver. C'est comme ça, non? Anyway, les gars, moi, je suis toujours là à déconner de toute façon. Mais c'est exactement comme il dit. Message à mes frères et sœurs de la diaspora. Leçon le plus importante que nous avons apprise. L'espoir malgré les épreuves, sagesse acquise au fil des années, bilan définitif, ce que nous retenons, le mot de fin. Donc tout ça en même temps. Si tu as suivi ce que je suis en train de dire là. D'accord. Donc, est-ce que tu as un message pour nos frères? Ça c'est clair. Moi je pense qu'honnêtement, le retour en Afrique, il est essentiel. Je reconnais pour tout le monde? Oui, parce que... Tu penses que tout le monde peut rentrer en Afrique?
C'est pas tout le monde peut. Doit, Je pense que tout le monde devrait. devrait. Enfin, tous les enfants de l'Afrique se doivent de rentrer en Afrique. Parce que, ayant observé le monde pendant mes voyages, je pense que l'Afrique a besoin de l'Africain. Parce que l'Afrique est vide. L'Afrique est vide parce que tous les Africains sont hors, une bonne partie sont hors de l'Afrique, en train de s'occuper des autres. L'Afrique a besoin de ses enfants. Et je pense qu'il est important qu'on y rentre. Maintenant, je peux comprendre que certaines personnes sont hors de leur pays pour des raisons diverses et variées. Peut-être pour des raisons politiques, d'autres pour des raisons très compliquées même, je peux dire. Hein? Mais il n'y a pas que le pays dont ils viennent. Ils peuvent aller dans un autre pays. Hein? Mais je pense que... Mais ce que toi, tu n'as pas voulu faire, que tu conseilles aux autres. Toi, c'était Cameroun ou rien, la vérité. Ça, c'est clair. Ok, il y avait par exemple plus d'opportunités à faire l'agriculture au Gabon. Il y a un amour particulier pour mon village. Hein, que toute personne qui connaît mon village et qui est de mon village comprendra ce que je veux dire par là. Mais je ne vais pas trop insister. Ok? Mais, parlant à la diaspora, je pense qu'il y a un système qui a été mis en place, un système intelligent qui a été mis en place pour vider l'Afrique de ses âmes. On est arrivé dans les conspirations. Oui, je pense que... Voilà pourquoi ça ne peut pas être sur Jazz Nomade. Et de manière à ce que cela évolue au point où nous sommes aujourd'hui. Mais tu crois vraiment que tout le monde... Enfin, moi, personnellement, je ne pense pas que tous les Africains peuvent ou doivent forcément rentrer. Il y en a qui n'ont pas la volonté de rentrer. Il y en a que je comprends, c'est pas, moi je ne partage pas ça. Moi, l'Afrique, c'est mon pays. Même si ceux qui refusent quand je dis l'Afrique, c'est mon pays. Je peux juste adresser un petit point? Ouais. Bon. On aurait pu avoir l'opportunité de s'installer aux États-Unis, n'est-ce pas? Oui, on a refusé. On aurait pu s'installer en Australie. Bien sûr. Singapour. Bon, la Chine, je sais pas, bof, hein? Mais bon, aujourd'hui, on est installé en Angleterre. Hein? Avant, on était installé en France. Mais chaque endroit où j'ai pensé à peut-être m'y installer, une des premières questions que je me posais, combien de temps me faudrait-il si je devrais aller au Cameroun? Et pour moi, si on doit voyager plus d'une journée, ce n'est pas bon. Ok? Et l'expérience que j'ai eue en grandissant et dans mes premiers emplois, ces expériences-là, en ayant des interactions avec le reste du monde, on m'a toujours fait comprendre que je suis africain. Yeah. Quel que soit l'endroit où je vais, on me fait toujours comprendre que je suis africain. Et l'Africain n'est mieux que en Afrique. Mais maintenant, comment y être à l'aise? Voilà en fait toute la question. Ok? Ouais. Et la question que je poserai à beaucoup d'Africains, lorsqu'on a regardé par exemple le film Black Panther, et on voit et on voit Wakanda qui est développé. Hein? Donc, si ton pays était comme Wakanda, hein, le pays dont tu viens en Afrique là, c'est-à-dire quand tu y vas, tu es comme à Wakanda, est-ce que tu voudrais encore vivre hors de ce pays-là? Voilà la question que je poserais. C'est une très bonne question, parce que la première fois que je suis arrivée, on connaît ce qui s'est passé en Afrique du Sud, ne sautez pas sur moi. On sait comment l'Afrique du Sud a été construite, on sait. Mais je sais que la première fois que je suis arrivée en Afrique du Sud, ça m'a donné les frissons. Parce que j'étais en Afrique et l'Afrique ressemblait à ce qu'on cherche en Europe, aux États-Unis, parce que c'est bien développé. Dernièrement, j'ai été en Namibie, même chose. Moi, c'est que la Namibie et l'Afrique du Sud ont une histoire qui se... Une histoire commune. Une histoire commune, mais j'ai également été au Sénégal. J'ai été au Bénin, ok? Beaucoup minimisent le Bénin. Le Bénin est développé à un point tel que moi, gabonaise, là, j'ai honte.
Parce qu'on prend les Béninois, on croit que non, le Bénin est tellement bien développé que, surtout les pays de l'Ouest, là, l'Afrique de l'Ouest, là, tu peux voyager en voiture, faire la route entre ces pays-là sans problème. Essayez la CEMAC. Oui. Allez entre les pays de la CEMAC, là, c'est tout un problème. Ça va un peu plus loin. Bon, Enfin, ça d'abord, toi tu parles un petit peu de l'aspect infrastructure. Ok? Donc, oui, un aspect important, si tu es de la CEMAC, c'est déjà avoir l'infrastructure de base, c'est-à-dire avoir des routes, avoir le courant qui fonctionne 24 sur 24, avoir de l'eau qui coule sur le mur 24 sur... Donc, déjà avoir l'infrastructure de base, oui, ça c'est le bare minimum. Mais l'aspect le clé, c'est avoir un univers où les 3 pouvoirs qui gouvernent nos pays sont correctement respectés. C'est-à-dire le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir, ceux qui font les lois. Okay? C'est-à-dire, on veut des pays où on respecte la loi. D'accord. Vous voyez pourquoi il ne peut pas être sur ma chaîne. Voilà. Il va hypothéquer ma chaîne comme la sienne. Ok. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Hein. On a fait le tour. Donc pour toi, il y a définitivement un espoir malgré les échecs. Parce que ce qui est revenu beaucoup, les gars, je plaisante beaucoup parce qu'il vaut mieux rire que pleurer. Ok. Ce qui est revenu beaucoup dans la vidéo, c'est le nombre de personnes qui ont vécu tous ces problèmes-là. Que ce soit nous, la diaspora, qui arrivons et qui nous faisons saigner complètement et qui abandonnons et rentrons, même ceux sur place sont pillés. Pour revenir à nos mentalités, oui, il y a l'espoir, oui, il faut revenir en Afrique, mais on fait comment avec les mentalités? On fait comment? Comme nous. C'est des années d'économie. Oui. Des années d'économie où on pourrait être à l'aise aujourd'hui et vivre bien. Tout l'argent qui a été dilapidé en 16 ans. Comment tu veux, toi, dire maintenant aux gens de la diaspora, venez perdre tout votre argent, plus que les mentalités? Oui, tu as parlé des 3, comment tu as appelé ça? 3 pouvoirs. Les 3 pouvoirs, c'est bien les 3 pouvoirs. Maintenant, tu parles par rapport aux mentalités de nous, Africains, les mentalités pourries qu'on a. Je pense que c'est une question de génération. Okay? Ah, explique ça un peu. Donc,